Chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Vicomte du Royaume de l'Ouest, un jeu de Shane Phillips et S.J. McDonald chez Pixie Games. Donc évidemment pour les connaisseuses et connaisseurs parmi vous, c'est le troisième de la trilogie de l'Ouest, hein, donc après Architecte et Paladin. Et on est en terrain connu, évidemment dans le graphisme, hein, avec toujours ces magnifiques dessins, et dans les sensations, et en particulier, vous allez voir, par rapport au deuxième de la trilogie, donc Paladin, où on a vraiment le même genre de feeling, donc c'est pas du tout le même jeu, mais on voit que ce sont les mêmes auteurs, dans le même monde, avec les mêmes sensations. Alors concrètement, eh bien, on va évoluer sur un magnifique plateau central, le royaume, hein, donc le royaume est en déclin, le roi est en fin de vie, il est affaibli. Nous sommes des vicomtes et nous devons nous préparer donc à ce déclin et à l'éventuelle disparition du roi, l'écroulement du royaume, en défendant évidemment nos propres intérêts. Et comment est-ce qu'on va défendre nos propres intérêts? Nous sommes dans le royaume ludique, donc nous allons simplement marquer le maximum de points de victoire, comme d'habitude. Et pour ce faire, eh bien, on va construire des bâtiments sur le royaume, on va retranscrire des parchemins à différents endroits sur le royaume, voilà, qu'on voit ici. Les bâtiments ici sont tout autour, les parchemins se trouvent ici, donc on va faire des actions, vous allez voir, pour y arriver. Donc on va placer des ouvriers ici au château. Et last but not least, on va, comme dernière action, on va pouvoir commercer, pardon, donc c'est sur l'extérieur également, donc c'est partout, vous voyez la petite bourse bleue, ça permettra de commercer. Donc on va faire ça pendant toute la partie, chacune et chacun à son tour, jusqu'à la fin de la partie qui sera déclenchée, puisque vous voyez, j'ai dit, on est dans la trilogie, vous êtes habitués maintenant, hein, donc aux dettes et aux actes de propriété. Donc on va acquérir à différents moments du jeu soit des dettes qu'on pourra retourner très classiquement pour éviter d'avoir les 2 points de victoire négatif à la fin et à la place d'avoir immédiatement une ressource, soit des actes de propriété qui eux valent 1 point, donc c'est positif, et si on arrive à les retourner à la fin de la partie, ils valent 3 points au lieu d'1 point. Donc une fois qu'une de ces 2 piles est épuisée, eh bien, on va encore jouer un tour, on va terminer le tour en cours, on va jouer un tour, donc tout le monde joue le même nombre de tours. Il se peut très bien d'ailleurs que lors de l'avant-dernier tour, les 2 piles soient épuisées. Et ensuite, en fonction de là où les piles épuisées, on va marquer ici des points de victoire, mais j'y reviendrai à la fin. Et alors c'est une petite subtilité évidemment. Le premier joueur 12 points, 8 points, 4 points. Mais donc si cette pile-ci, la pile des dettes, est épuisée, on va marquer des points en fonction du nombre d'actes de propriété qu'on a. Et vice-versa, si la pile actes de propriété est épuisée, on va marquer des points en fonction du nombre de dettes retournées qu'on a. Donc on est obligé de jouer un petit peu sur les 2 tableaux, en tout cas pour cette partie-là. Alors, on a chacun et chacune son plateau personnel, sur lequel on voit ici résumé, je vais y venir dans quelques instants, donc tout l'ordre du tour, sur lequel on a les différents bâtiments qu'on peut construire avec de nouveau hyper classique, comme dans Paladin. À chaque fois qu'on enlève un bâtiment, ben, ça révèle un bonus dont on pourra bénéficier en fonction de l'action effectuée, et à la fin de la partie, ça permettra également de marquer des points, hein, vous voyez, et très classiquement selon le nombre de bâtiments construits. Il y a 3 types de bâtiments, hein, ici là, il y en a 2 qui avaient été construits, et donc on marque des points en fonction du type en question et pas de tous les bâtiments. Alors, 2 autres choses intéressantes sur ce plateau avant de venir à l'ordre du tour et l'explication. Donc, on a la piste de vertu ou de corruption, hein. Donc, vous voyez, on a le jeton corruption, le jeton vertu. Ça, c'est au début de la partie, on commence là. Et en fonction des cartes qu'on va jouer, des actions qu'on va jouer, eh bien, ces jetons vont avancer. Alors, la corruption avance toujours dans ce sens-là, la vertu dans l'autre sens. Et dès que les 2 jetons se rejoignent, à la fin du tour, de nouveau je vais expliquer en détail, eh bien, il y aura un événement qui va se déclencher et qui aura des impacts sur le joueur en question et la joueuse en question, et potentiellement sur les autres joueuses et joueurs. Et last but not least sur le plateau personnel, et ça me permet aussi d'expliquer le fonctionnement principal, et après je viendrai à l'ordre du tour, le fonctionnement principal du jeu. Donc on a nos personnages. Donc en début de partie, on commence avec une main de 8 cartes personnages qui sont identiques pour toutes les joueuses, tous les joueurs.
Et un tour, en fait, je vais y venir, donc on va chaque fois décaler le dernier personnage, l'éliminer, le défausser, et mettre un des personnages de sa main. Donc on commence avec 3 cartes en main, on a toujours une main de 3 cartes, sauf si on construit des bâtiments où on a des personnages recrutés ultérieurement qui permettent d'agrandir la main. Et donc on place une des cartes de sa main ici, on applique éventuellement un effet immédiat, et ensuite on va jouer avec les symboles qui sont disponibles. Donc ce sont en fait les travailleurs pour ce tour-ci qui vont vous aider à réaliser les différentes actions. Et donc ça donne l'impression vraiment d'avoir même encore un petit peu poussé plus loin le système de Paladin, où on jouait, si vous vous souvenez, avec 3 cartes aussi, on en choisit une, on en met une au-dessus de son paquet, une en dessous. Ici, on a même chose, on joue avec ces 3 cartes en main, on en choisit une, mais on doit planifier puisqu'on a 2 autres cartes qui vont avoir une influence potentielle sur l'action qu'on va choisir. Et donc là, il y a vraiment une petite astuce en même temps de planification. C'est évidemment du deck building puisqu'on va pouvoir recruter des personnages, je vais y venir. Donc on doit vraiment optimiser. Et cerise sur le gâteau, c'est que certains personnages ont une action, un effet immédiat quand on les met. D'ailleurs, très classiquement, on peut voir celui-ci, c'est le fameux éclair très classique. Hein. Donc là, voilà, si je le mets, au moment où je le rentre, il y a un effet immédiat. D'autres ont un effet, vous voyez la petite croix, au moment où ils sortent. Donc, quand cette carte sort ici, au début de mon tour suivant, eh bien, je vais pouvoir appliquer l'effet qui est ici, retourner une dette ou un acte de propriété. Donc il y a vraiment un vrai petit jeu de planification, d'optimisation de ces cartes, à la fois sa main de départ et puis au fur et à mesure les cartes qu'on va immanquablement acquérir pour améliorer son jeu. Donc ça c'est vraiment c'est top miam miam. Alors maintenant le tour du jeu, concrètement, donc, qui est mentionné ici. Donc on va faire ce que je viens de vous dire, éliminer une carte, en mettre une autre. On va éventuellement, si on a mis une carte qui présente un symbole criminel, vous voyez, hein, il y a des personnages positifs, gentils, il y a des personnages un peu moins sympas, mais évidemment qui offrent souvent des bénéfices intéressants. Eh bien, si on a criminel en question, on va éventuellement avancer, avancer sur la piste corruption ici. Donc on va avancer son marqueur corruption de 1. Voilà, c'est dans l'autre sens, merci. Donc on va l'avancer de ce côté-là. Et ensuite, on va déplacer, là on peut venir sur le plateau central, donc on va déplacer son chevalier de mémoire, donc on se trouve ici, on va le déplacer, son vicomte, ben oui, nous sommes dans les vicomtes évidemment, où avais-je la tête, on va déplacer son vicomte du nombre de cases équivalent à la carte que j'ai jouée, donc je joue cette carte-ci, équivalent à la valeur pardon, de la carte, donc elle vaut 2, donc je déplace de 2 sur le plateau central. Et voyez le plateau central, donc on peut y revenir. On va toujours se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre en suivant les flèches qu'on trouve sur le plateau. Donc ici, ce vicomte ici, vous voyez, il peut uniquement aller avec la flèche par ici. Par contre, une fois qu'il est ici, il peut aller soit continuer au-dessus, soit descendre en bas vers la couronne ou le chemin central. On a la possibilité de payer de l'argent, autant de pièces qu'on veut, pour se déplacer d'une ou plusieurs cases supplémentaires en fonction de ce qu'on paye. Donc si, voilà, même chose, je suis ici, je fais 1, 2, je veux absolument arriver ici pour pouvoir effectuer cette action, mais je paye 1 pour pouvoir arriver ici en faisant 3. Une fois que j'ai déplacé mon vicomte, eh bien, je réalise une action, une des 4 actions possibles. Et les 4 actions possibles, c'est quoi? C'est les 2 actions qu'on a sur les couronnes extérieures, c'est-à-dire commercer, avec les bourses bleues ou placer un bâtiment, ou bien les 2 actions sur les couronnes intérieures, qui sont donc retranscrire un manuscrit ou aller mettre des ouvriers au château. Alors, on va commencer du haut en bas. Construire un bâtiment, vous avez vu les bâtiments sur le plateau personnel, eh bien, on paye le coût. Le coût, c'est quoi? C'est, vous le voyez ici, vous voyez, pour construire un bâtiment, j'ai oublié les noms, mais ici, un des 3 premiers, eh bien, on doit payer 5 marteaux. Construire un de ces 3-ci, on doit payer 7 marteaux, un de ces 3-là, 3 marteaux. Et les marteaux, on les a sur les cartes qui sont sur son plateau. Donc la fameuse planification avec 3 cartes. Donc là, il n'y en a pas du tout. Donc je Ah, voilà, il avait choisi une stratégie sans marteau. Voilà, ici un marteau, eh bien j'ai un marteau. Imaginons que ce bâtiment-ci a été construit, ça c'est le bonus justement, c'est un marteau virtuel à tout moment dès qu'on construit. Donc là on a 2 marteaux. Eh bien, il nous faut par exemple ici 3 marteaux pour construire celui-ci. J'ai la possibilité de payer des pierres en plus pour arriver à 3 marteaux, ou 7 marteaux, ou 5 marteaux. Donc, je paye une pierre,
C'est mentionné très joliment ici sur l'icône. Je veux payer une paire en plus, je suis à 3. Eh bien, je prends mon bâtiment ici et je vais le mettre à un endroit qui est adjacent à la case d'action où je me suis placé, du même côté de la rivière. Parce que vous voyez, il y a la rivière ici qui coupe en deux, donc je ne peux pas aller ici. Je peux uniquement aller ici, dans cette partie-ci de la case du plateau, donc soit ici, soit ici. Donc, comme expliqué, c'est classique aussi dans Paladin, chaque fois qu'on met quelque chose ou qu'on retire quelque chose, il y a un bonus. Donc ici, par exemple, je prendrai un acte de propriété supplémentaire, donc, ce qui vaut 1 point, et 3 si je réussis à le retourner d'ici à la fin de la partie. Ici, j'écarte définitivement une carte de ma main ou de la pioche au hasard, et donc ce qui permet évidemment d'améliorer son deck quand on achète des cartes plus puissantes et d'éliminer les cartes les moins intéressantes. Donc ça, c'est construire un bâtiment. La deuxième action possible, c'est commercer. Commercer, très simple. Vous prenez le nombre de symboles bourse que vous avez de nouveau sur vos cartes, sur votre plateau. Donc ici, alors il n'y en a pas, sauf que ici, c'est intéressant. Voilà, on va en mettre une. Oui, en plus, on pourra mentionner le début de partie. Donc là, il y en a 2. Et ici, on a un criminel. Le criminel qui fera, comme j'ai expliqué, qui générera de la corruption, qui fera avancer votre marqueur corruption, mais qui a l'avantage de représenter n'importe quel symbole. Donc ici, si je fais l'action commercer, je dis j'ai une troisième bourse ici. J'ai donc 3 bourses. Imaginons que je sois ici toujours avec mon vicomte. Pour chaque paire de bourses, je peux recevoir un or. Même chose que pour la construction, on peut dépenser de l'argent pour avoir une bourse supplémentaire par pièce dépensée. Et donc de nouveau, c'est mentionné ici très joliment. Donc si j'ai 3 bourses, c'est idiot, je paye une pièce en plus ici, boum, j'ai 4 bourses, j'ai 2 ors, je prends mes 2 ors et je mets mes 2 ors chez moi sur mon plateau. Ça, c'est l'action commercer, et donc évidemment, on peut avoir en commerçant de l'or, de l'argent, on peut retourner des dettes ou des actes de propriété, on peut avoir des parchemins qui vont aider, on va voir dans quelques secondes, pour les manuscrits, et on peut avoir des pierres qui aident pour la construction. Donc, troisième action possible, là je dois me retrouver ici en bas sur la couronne intérieure du plateau, je peux retranscrire un manuscrit. Et pour ce faire, j'ai besoin des symboles croix, puisque là on est dans le religieux. Ici j'en ai besoin de 5 simplement, même principe, donc je regarde les symboles qui sont présents sur les cartes de mes personnages, mes 3 cartes. J'ai éventuellement un bonus si j'ai construit le bâtiment ad hoc, et je peux payer donc des encriers en plus. Ici, donc c'est ni des pierres pour les bâtiments, ni de l'argent pour le commerce, mais bien des encriers, un très joli encrier, vous voyez, pour arriver à 5. Voilà, imaginons que j'ai 2 symboles croix dans mon jeu, je paye mes 3 encriers, et donc je prends le manuscrit chez moi, et j'ai différents effets. Il y a des effets immédiats comme ici, là voilà, j'écarte une carte et j'avance la vertu. Ici, c'est en fin de partie, j'ai un point de victoire, le fameux symbole aussi très classique dans les royaumes de l'Ouest, par marteau dans mon jeu. Hop, je le mets chez moi. Et ça, les manuscrits, je vais y venir à la fin, rapporteront également des points en fonction des combinaisons de manuscrits. Oui, ça, peut-être je peux le dire maintenant parce que ça, c'est intéressant. Ils rapporteront des points à la fin en fonction des combinaisons. Par contre, ils rapportent également, quand vous êtes le premier joueur à obtenir 3 manuscrits d'une même couleur, avec le même liseré, ici en l'occurrence le bleu, vous avez la carte qui, 1, vous rapportera des points à la fin de la partie, et qui, 2, de manière permanente, vous donne des avantages. Donc ici, par exemple, 2 bourses pour commercer. On vient de voir l'action commerce. Donc à tout moment, quand je commerce, j'ai 2 bourses ici immédiatement. Donc évidemment, c'est pas mal. Et vous avez déjà compris qu'il faut combiner au mieux entre les différents éléments qu'on prend pour maximiser les bonus en fonction de sa stratégie. Et 4e action, toujours sur la couronne intérieure, c'est l'action placer des ouvriers au château. Et là, même chose, donc on va avoir les symboles qui sont là, les symboles fleurs de lys, donc le pouvoir royal, qui sont les symboles qui sont ici. Même chose, donc on va regarder le nombre de symboles présents sur son plateau, plus éventuellement le bonus ici, et on va pouvoir payer de l'or dans ce cas-ci. Toujours sur le même principe pour améliorer. Donc, alors, le nombre d'ouvriers qu'on peut placer au château, il dépend donc, du nombre de symboles qu'on a. Donc,
c'est sur votre plateau rappelé, hein, comme l'immense majorité des éléments du jeu. Donc un symbole, un ouvrier, 2 symboles, 3, 3 symboles, 2, 5 symboles, 3 et 8 symboles, 4 ouvriers en une fois. Les ouvriers, on les met sur le premier étage de la partie correspondante à l'endroit où on se trouve. Donc imaginons, voilà, le rouge n'a pas fait. Imaginons qu'il ait 3 ouvriers. Eh bien, il les met ici. Et alors, il y a un petit jeu de domino et de chaînage ici. C'est que chaque fois qu'il y a un endroit au premier ou au deuxième étage où il y a 3 ouvriers, enfin, je vais commencer par le premier étage, eh bien, automatiquement, les ouvriers, en fait, sont éjectés à gauche, à droite et vers le haut. Donc ici, je mets mes 3 ouvriers. Il y en a 3 à ma couleur. J'en éjecte un vers la gauche, un vers la droite et un vers le haut. Et quand j'en éjecte un vers le haut, eh bien, je reçois le bonus qui est mentionné ici. Donc ici, je choisis entre soit un or, soit je déplace un de mes ouvriers latéralement. Donc ça, c'est un premier effet, on va dire, qui se coule. Le deuxième effet, c'est que, évidemment, ça peut s'enchaîner. Donc imaginons que on avait cette situation ici, hein, il n'y avait pas de vert, donc j'avais bien mes 3 rouges ici, un gauche, un à droite. Le troisième monte ici. Du coup, il y a de nouveau 3 ouvriers. Eh bien, même principe. Il y a un enchaînement, quand on en a 3, on ne les bouge pas latéralement, mais par contre on en bouge un vers le haut, au centre du château, tout en haut, donc près du pouvoir. Même principe si c'est latéral, donc je reviens ici à mon exemple, j'en avais mis 3 ici, donc où suis-je, voilà, comme ça, on va faire ça comme ça, voilà. Donc il y en a un qui passe à droite, un qui passe au-dessus, et le troisième passe à gauche, boum, il y en a 3, et bien on fait la même chose. Premier étage, un à droite, un à gauche, il y en a un qui revient et un qui monte. Et donc, on a ici un autre bonus. On peut acheter une carte gratuitement ou se défausser, écarter définitivement une carte. Donc, évidemment, si on a cette stratégie, le but, c'est d'envoyer le maximum d'ouvriers vers le haut. Donc, ici, deuxième niveau pour avoir les bonus. On l'a chaque fois, bien sûr. Donc, si on met un deuxième, puis un deuxième plus tard, et ainsi de suite. Et tout en haut. Pourquoi? Parce que les ouvriers vont rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Les ouvriers tout en haut 3 points, les ouvriers sur le deuxième niveau 2 points, voilà, c'est magnifiquement mentionné sur la carte la carte d'aide, hein, donc 2 points, et les ouvriers sur le premier niveau 1 point, et en même temps par-dessus le marché, je vous explique dans la foulée les points pour les manuscrits, donc en fonction des manuscrits différents, des séries différentes, eh bien on a 1 point, 4 points, 9 points ou 16 points. Alors, dernier élément, c'est la carte Big Boss du château. Donc le premier joueur au début de partie, il n'y en a pas. Le premier joueur qui réussit à placer un ouvrier au centre, au 3e étage du château, donc reçoit la carte ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, disons patron du château. Donc cette carte, celui qui la conserve à la fin de la partie reçoit 5 points. Et surtout, le possesseur ou la possessrice de cette carte eh bien, a la possibilité d'avoir une main avec une carte en plus. Donc on a un bâtiment qui donne ce bonus également, cette carte aussi, et donc on piochera jusqu'à 4 cartes au lieu de 3 cartes, ce qui est évidemment avantageux puisqu'on a plus de choix et surtout plus de chances d'avoir les cartes personnages qui correspondent à sa stratégie pour les différents enchaînements. Si un autre joueur ou une autre joueuse arrive, hop, je mets une carte, je mets une deuxième, c'est un ouvrier, un deuxième, c'est maintenant moi qui suis au sommet avec le plus d'ouvriers, et bien dans ce cas-là, c'est moi qui prends la carte et qui a les avantages temporaires de la main, et à la fin, si je la conserve, les 5 points de victoire. Donc on joue comme ça en faisant des allers-retours, chacun son tour joue l'entièreté de son jeu, de son tour. Une fois qu'on a, dans son tour, j'ai pas terminé, pardon, une fois qu'on a terminé son action, on n'a pas précisé un point intéressant, c'est qu'on peut utiliser le pouvoir de la carte sur laquelle on se trouve. Donc ici, si je joue cette action ici, eh bien, il y a la carte qui est ici disponible, eh bien, je peux payer 2 pour avoir bénéficié ici de son aide immédiatement. Donc si je faisais l'action commercer, plutôt ici évidemment, voilà, 2 bourses pour gagner une pierre, eh bien, je peux payer 2, et dans ce cas-là, je reçois 2 bourses gratuites qui me permettent d'acheter une pierre en plus. Okay, donc ça, c'est vaincre la carte ou éliminer la carte, je ne sais plus. Et donc on paye 2 et on l'élimine, on l'enlève et on la sort définitivement du jeu. Et on a l'effet immédiat ici aussi, évidemment, qui permet de... Ça, c'est au moment où elle est sortie du jeu. Donc c'est le plus qui permet ici d'avancer la vertu de 1. Donc c'est quelque chose, on n'y pense pas trop souvent, mais qui peut être assez intéressant.
Ça, c'est l'aide pour n'importe laquelle des 4 actions. Ensuite, j'ai la possibilité d'acheter une carte. Donc là, c'est recruter. Donc c'est non pas éliminer la carte pour la défausser complètement, mais là, la recruter pour la prendre dans son jeu. Donc même principe, je paye le coût, mais là, il n'y a pas d'effet immédiat, il n'y a rien. Je la mets simplement dans ma défausse et j'en bénéficierai la prochaine fois que je l'en ai. Il y a quand même un effet, c'est le même principe ici que l'élimination. Au moment du recrutement, on a aussi une vertu. Donc on avance son pion de 1 sur la piste de vertu. Donc ça, c'est le recrutement de la carte ici. Ensuite, étape suivante, on regarde si on a la collision entre son pion vertu et son pion corruption. Donc s'il se trouve en fait avec les différents déplacements qu'on a fait, et s'il se trouve au même endroit. Sachant que si pendant son tour, il se trouve au même endroit et que via une action ou un bonus, vous devez quand même déplacer, imaginons que je dois déplacer la corruption de 1, eh bien je vais déplacer les deux en même temps. Donc ils ne se séparent pas, comme ça, mais ils vont bien se déplacer en même temps tous les deux. Donc si à ce moment-là ils sont tous les deux ensemble, eh bien on résout la collision en question. Donc d'abord on avance éventuellement si on n'a pas de criminel dans son jeu. Ça c'est un bon exemple. Il y a un criminel ici, donc ce joueur ne peut pas avancer sa vertu. Par contre, ça s'applique aussi aux autres joueuses et joueurs. Donc si eux n'ont pas de criminel dans leur jeu à ce moment-là, ils avancent leur vertu de 1. Et ensuite, et c'est là que tout l'intérêt de ce petit jeu avec la corruption et la vertu arrive, eh bien, le joueur, la joueuse qui résout la collision bénéficie de ce qu'il y a au-dessus des deux pions. Donc ici, il prend une carte dette et 2 pièces. Et vous voyez que plus loin on va dans la corruption, ok, on a plus de pièces parce qu'évidemment, c'est bien d'aller dans la corruption, mais on a plus de dettes aussi. Donc les dettes, il va falloir les retourner pour éviter d'avoir des points négatifs. Par contre, si on est du côté de la vertu, eh bien là, là c'est équilibré. Puis là, c'est carrément une carte acte de propriété, donc c'est 1 point et une pièce. Une pièce, donc c'est moins bien, mais 2 actes, 3 actes, et les actes de propriété, donc ils valent 1 point chacun et 3 points s'ils sont retournés. Donc évidemment, aller du côté de la vertu, c'est pas mal. Après, si on réussit à avoir un bon moteur pour retourner ses dettes, par exemple, aller du côté de la corruption, ça génère pas mal de pièces, donc ça peut être sympa. Et il y a également un effet qui se coule pour tous les autres joueurs. Donc en fonction de l'endroit où se trouvent les deux pions vertu et corruption, eh bien les autres joueuses regardent ici et résolvent l'effet qui se trouve ici en bas. Donc ici, si un joueur a un criminel dans son jeu, eh bien il avance sa corruption de 1. Même chose ici, même chose ici. Par contre là, on peut, ça c'est pas mal, on peut réorganiser son jeu. Donc les 3 cartes ici, on dit moi j'ai envie d'avoir cet effet-là en sortie le plus vite possible, eh bien hop, je réorganise mon jeu, comme ça à mon tour, première chose que je fais, je sors ici ma carte et j'ai cet effet-là. Et ici, si on n'a pas de corruption, on voit qu'on avance son pion vertu, voire carrément on prend un acte de propriété. De nouveau, c'est les combos entre les différents éléments. On peut aller dans un sens, dans un autre, mais il faut avoir les cartes et les effets nécessaires pour gérer au mieux, surtout évidemment si on est du côté corruption et où on reçoit des dettes. Et dernière action de son dos, dernière action, eh bien, on reprend des cartes jusqu'à concurrence de 3, sauf si, comme ici, on a construit le bâtiment, donc là, à concurrence de 4, voire carrément, si on a également la carte maître du château, donc avec le plus d'ouvriers au sommet du château, et là, on pourrait carrément avoir 5 cartes en main, donc ce qui est top, évidemment, au niveau des choix. Et donc, en fin de partie, comme déjà dit, eh bien, on va marquer des points de plein de manières différentes. Donc, on va marquer des points ici en fonction des ouvriers qui se trouvent au château. On va marquer des points en fonction des manuscrits, comme dit selon les combinaisons de manuscrits différents. On va marquer des points ici avec tous les bâtiments par 3 selon ce qu'on a construit. On va marquer des points si on est le maître du château. On va marquer des points si on est le premier à avoir par exemple ici retranscrit 3 manuscrits jaunes. On va marquer des points, la caméra se déplace avec moi, donc pour les actes de propriété, 1 point pour ceux qui ne sont pas retournés et 3 points pour ceux qui sont retournés. On va marquer des points pour les dettes si elles ne sont pas retournées, et là dans l'occurrence ce seront des points négatifs. Et je pense que j'ai
tout dit dans la marque des points au final. Oui, et certains, exactement, merci. Certains manuscrits, je l'ai dit en plus dans mon exemple, certains manuscrits génèrent des points en fonction d'un critère, ici le nombre de marteaux qu'on détient. Il n'y a aucun point pour toutes les ressources finales, donc tout ce qu'on a en main à la fin de la partie. Et last but not least, mais je l'ai expliqué également, donc en fonction de la pile qui se termine la première, donc ici ce sont les actes de propriété, et bien la première joueuse, le premier joueur va marquer 12 points. Donc la première joueuse qui a le plus d'actes de dettes retournées, donc pas des dettes pour lesquelles on a moins de points, marquera 12 points, là où le deuxième 8 points, là où le troisième 4 points, sachant que dans une partie à 2, celui du milieu ne compte pas. Donc la différence entre 12 et 4 est un petit peu plus marquée. Et évidemment, il faut au moins un élément en question pour pouvoir marquer les points. Donc si je n'ai pas du tout de dette retournée, même si je suis deuxième, je ne marque pas 8 points, enfin, ou 4 points dans une partie à 2. Et vice-versa, si c'est la pile de dette qui a été terminée en premier, là on va marquer des points pour les actes de propriété retournés, 12, 8, 4, même principe. Et comme déjà dit, si jamais les deux piles sont terminées dans l'avant-dernier tour, donc avant le dernier tour de jeu, et bien là ce seront les deux comptages de points qui seront faits pour toutes les joueuses et tous les joueurs. Je pense que je n'ai rien oublié, en tout cas rien de gravissime, donc oui, ma boîte elle est là. Donc Vicomte du Royaume de l'Ouest, hein, comme vous avez vu, si vous ne connaissez pas Paladin, vous n'allez pas être extraordinairement dépaysé, même monde, même graphisme, même iconographie et même globalement le même feeling, hein, donc on va optimiser, évidemment impossible de faire tous les chemins de victoire, arriver au maximum dans tout, vous pouvez oublier, donc il faudra vraiment optimiser ces choix de cartes, donc il y a un très très chouette jeu là, avec ces 3 cartes, le déplacement, l'optimisation, on peut en plus avec certaines actions bonus, on peut les réorganiser, on peut les pousser plus vite, enfin bon, donc là il y a vraiment du deck building, deck optimization qui est très sympa, et puis suivre une stratégie claire, l'optimiser au mieux. Donc vous allez pouvoir marquer dans 2-3 endroits, mais certainement pas dans tous les endroits du jeu. Et donc si vous avez aimé Paladin, vous allez vous régaler. Si vous détestez Paladin, n'essayez même pas. Moi j'adore Paladin, donc voilà, j'ai adoré, c'est clair. Donc c'est un super jeu, il n'y a aucun doute là-dessus. On verra, je dirais que le temps dira un peu enfin, lequel des deux, je ne sais pas si on va dire le mieux, mais celui qui convient mieux, on va dire, à votre feeling personnel par rapport à quelques petits détails, quelques petites choses. Il y a quand même des mécanismes différents, mais l'esprit, le feeling général est le même, ce qui est donc absolument délicieux. Donc super jeu, Vicomte du Royaume de l'Ouest, hein, de Shane Phillips et S.J. McDonald. Donc c'est la fin de la trilogie de l'Ouest, si je ne dis pas de bêtises, hein, puisque nous avons les architectes et les paladins, Vicomte, toujours chez Pixie Games, donc super chouette, vraiment. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.